la garrigue se nourrit de la vie antérieure. Elle a longtemps participé de la vie des hommes et a été le théâtre de nombreux usages, dont certains existent encore quoiqu'ils soient devenus très rares. Je veux parler de ces ramasseurs de plantes aromatiques qui alimentent le marché européen en thym et romarin. Au Moyen-Âge et à l'époque moderne, la garrigue était exploitée systématiquement et parfois avec une intensité extrême. Parlons d'abord des chaufourniers qui venaient exploiter la pierre et qui, pour y parvenir, avaient besoin de bois. La garrigue rocailleuse pouvait leur offrir cela à condition que la ressource en bois soit suffisante pour alimenter le four pendant plusieurs heures. Le four à chaux, c'est le symbole parfait de l'industrie des garrigues. Parfois, au détour d'un sentier de garrigue, peut apparaître dans un sous-bois une partie comblée par des végétaux, un étrange trou. Le plus souvent, ces excavations se trouvent près des limites des territoires communaux. L'activité qui produisait ces trous était en effet mise à l'écart. Il s'agissait de la production de chaux vive à partir de la roche calcaire. L'obtention de la chaux à partir de ce type de roche nécessitait sa combustion. Un four était donc construit. On commençait par creuser un trou d'une certaine profondeur pour pouvoir y bâtir ensuite le foyer de chauffe. Au-dessus, on construisait le foyer de combustion, dans lequel on plaçait la pierre destinée à être transformée en chaux. Cette technique se retrouve déjà aux époques romaines. Les spécialistes l'appellent le four à tirage direct. Regardons cela de plus près. Au-dessus du foyer de chauffe, les chaufourniers fabriquaient une voûte en pierre calcaire. Une fois cette voûte faite, ils empilaient sur la voûte une grande quantité de pierres calcaires en les disposant dans un ordre bien précis, des plus gros moellons aux plus petits en s'élevant en hauteur. Cette structure est consolidée par un parement d'argile, de briques ou de toute autre matière susceptible de résister à la chauffe et de maintenir l'équilibre de la cheminée de pierre. Cette technique est expliquée par Caton au IIe siècle avant notre ère et demeura inchangée dans nos villages jusqu'à la fin du XIXe siècle quand l'industrie s'emparera de ce secteur d'activité. Pourquoi donc s'entêtait-il à construire ces fours à chaux ou chauffours aux extrémités des territoires, loin des villages ? La nocivité de la chaux vive et des fumées dégagées par ces fours ont sans doute contribué à l'ostracisme de cette industrie archaïque. Il faut bien dire que la chaux est à la sortie du four appelée chaux vive, qu'elle est constituée essentiellement d'une carbonate de calcium. Cette chaux vive, issue des fours, est un produit dangereux. Elle était éteinte sur place avec de l'eau, ce qui annihilait les effets délétères sur la santé humaine. Mais l'opération n'était pas sans danger. En effet, pour éteindre la chaux, il fallait verser de l'eau dessus, ce qui la transformait en une espèce de pâte de chaux plus facile à transporter. Mais la réaction chimique provoquée par ce mélange est une réaction exothermique qui dégage donc beaucoup de chaleur et qui provoque l'ébullition de la chaux vive et de petites explosions provoquant des projections extrêmement dangereuses à l'alentour. Les chaufourniers ont trop souvent perdu l'usage de leurs yeux.